Il existe un légume racine si précieux qu'un empereur romain l'exigea en tribut plutôt que de l'or. Une plante si intensément sucrée qu'elle incarna pendant des siècles la définition même du sucre en Europe. Elle permit aux moines de survivre aux rigueurs de l'hiver, orna les tables des rois et offrait une saveur si complexe qu'un agronome du XVIIe siècle la qualifia de racine la plus douce, la plus blanche et la plus agréable. Pourtant, si vous entrez dans un supermarché aujourd'hui, vous ne le trouverez pas. Il n'y a même plus de rayon à l'endroit où il se trouvait. Ce n'est pas l'histoire d'une culture qui a échoué parce qu'elle était fragile. Elle a été abandonnée pour la raison exactement inverse. Elle était trop sucrée, trop complexe et trop sauvage pour un système agroalimentaire industriel qui privilégie l'uniformité avant tout. Nous avons troqué la confiserie de l'empereur contre un bâtonnet d'orange qui se range facilement dans un sac plastique. Voici l'histoire du Scirit sum Caesarum, le sucre oublié de la terre et le choix qu'il a effacé de l'histoire. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Pour comprendre ce que nous avons perdu, il faut d'abord comprendre ce qu'est la calamare. C'est une anomalie botanique dans le potager moderne. La plupart des racines que nous consommons aujourd'hui, comme les carottes, les panais et les navets, sont bisannuelles. On les plante, elles poussent une saison, on les récolte, elles meurent. C'est un cycle de labeur incessant. La calamare, elle, s'installe sur le long terme. Plantée une seule fois, elle établit une colonie permanente. Sous terre, elle ne forme pas une unique racine pivotante comme la carotte. Au contraire, elle se développe en une multitude de racines blanches et entrelacées, de 15 à 20 cm de long. Elle ressemble moins à un légume qu'à un trésor caché. Ce système racinaire est une véritable réserve d'énergie. Conçue pour survivre aux hivers rigoureux, la plante accumule dans ses racines de fortes concentrations de sucre naturel qui agissent comme un antigel biologique. Mais il ne s'agit pas seulement de survie. Les résultats des analyses en laboratoire révèlent ce à quoi nous avons renoncé. En 1989, des chercheurs et Perron ont mené une analyse nutritionnelle complète lors du premier symposium international sur la diversification des cultures maraîchères. Les résultats ont été publiés dans la revue Acticulture. Les chiffres sont stupéfiants. Si l'on fait abstraction du marketing, la carotte orange moderne est composée à 88% d'eau. Skyrit, en revanche, est un tout autre produit. Son taux de matière sèche est en moyenne de 16%. Cela signifie que chaque bouchée vous apporte 60% de nutriments et de minéraux en plus que les aliments appauvris en eau que l'on trouve dans les supermarchés modernes. Et puis, il y a la question du sucre. Une carotte standard achetée en supermarché contient en moyenne 4,7 g de sucre pour 100 g. La carotte skirt fait bien mieux avec seulement 10 à 15 g de sucre. Mais voici le plus surprenant. Selon l'étude, 65% de la matière sèche du Skyrit est composée de saccharose pure, la forme la plus sucrée de sucre naturel. Ce n'est pas un hasard. Le nom Skyrit vient du moyen anglais skirwit, qui signifie racine blanche. Mais à travers l'Europe, tout le monde savait de quoi il s'agissait réellement. Les Danois l'appelaient Zuckerrod, les Allemands Zuckerwurzel, les Néerlandais l'appelaient Wortel. Tous ces noms se traduisent par la même chose, racine de sucre. On nous encourage à manger des carottes pour leurs bienfaits sur la santé. Pourtant, elles n'apportent que 5,9 mg d'oméga 3 et de vitamine C par portion. Le Skyrit, quant à lui, en fournit plus de 25 mg, soit plus de 4 fois plus d'antioxydants. Plus il fait froid, plus il est sucré. Quasi indestructible par le gel, il prospère dans des régions où les plantes annuelles fragiles périraient. Cette robustesse a fait du Skyrit une célébrité dans le monde antique. Il ne s'agissait pas d'un plat paysan destiné uniquement aux affamés, mais d'un mets raffiné. L'empereur romain Tibère, qui pouvait se faire servir tous les mets du monde connu, était fasciné par le Skyrit.
D'après Pliny l'Ancien, dans son ouvrage sur la nature, Tibère refusait de consommer les variétés cultivées dans la chaleur du sol italien. Il exigeait que son approvisionnement soit importé directement du climat plus frais de Rhénanie. Mais il ne payait pas en or, il payait en pouvoir. Il réclamait des pampilles en guise de tribut aux tribus germaniques. Taxer les peuples conquis non pas en monnaie, mais en racines. Pour l'élite romaine, ce n'était pas qu'un simple légume. C'était un mets de choix. Pendant des siècles après la chute de Rome, le scrite a conservé toute sa place. Au Moyen Âge, en Europe, il est devenu l'arme secrète des jardins monastiques. Les moines, maîtres agriculteurs de leur temps, l'appréciaient pour une raison bien précise, la période de disette. Dans le calendrier agricole, il existe une période critique à la fin de l'hiver. Les réserves de céréales s'épuisent. Les pommes pourrissent. Les jeunes pousses printanières n'ont pas encore germé. C'est à cette époque que les gens souffraient de la famine. Mais le skyruite pouvait être déterré directement de la boue semi-gelée en mars. Il offrait un apport de sucre et d'amidon précieux lorsque les ressources alimentaires étaient limitées. En 1390, les maîtres cuisiniers du roi Richard II d'Angleterre l'intégrèrent, sous la forme de cure, au livre de cuisine royale. Ils le panaient et le faisaient frire pour en faire des beignets sucrés. Ils le cuisaient en tourte avec des châtaignes et de la courge. En 1682, l'agriculteur John Wallach écrivit que, bouilli et servi avec du beurre, le skyr était le plus doux, le plus blanc et le plus agréable des racines. Il était le lien qui permettait aux communautés de passer des ténèbres de hell hiver à la lumière du printemps. Il a plu à profusion pendant plus de 1000 ans. Comment une plante d'une telle lignée royale peut-elle disparaître si complètement? Le déclin de l'esprit n'est pas dû à la maladie ou aux parasites. Il résulte d'un changement de la psychologie humaine, déclenché par la révolution agricole du XVIIe siècle. C'est à cette époque que l'agriculture est passée d'une production de subsistance à une production commerciale. C'est ainsi qu'est apparue la carotte orange. Avant le XVIIe siècle, les carottes étaient violettes, blanches ou jaunes, et souvent fibreuses. Mais les horticulteurs néerlandais ont commencé à perfectionner une variété d'un orange distinctif, la couleur de la maison d'Orange, la famille régnante des Pays-Bas. Cependant, leur sélection ne se limitait pas à la couleur. Ils travaillaient aussi sur la géométrie. La nouvelle carotte néerlandaise était droite, lisse, uniforme, un cône unique et effilé qui pouvait être arraché du sol d'un seul geste et essuyé d'un simple coup de chiffon. C'était l'unité de production commerciale idéale. Skyrit n'avait aucune chance face à cette révolution visuelle. Sur l'étal du marché, le regard est attiré par les couleurs vives et les lignes épurées. Les doigts tortueux et noueux du skyrit paraissent désordonnés et primitifs à côté de la carotte moderne et lisse. Nous avons commencé à manger d'abord avec les yeux, privilégiant l'esthétique à la complexité des saveurs. La carotte était le soldat de la révolution industrielle, uniforme et obéissant. Le skyrit était le poète sauvage, complexe, désordonné et impossible à standardiser. Mais il ne s'agissait pas seulement d'esthétique. Avec l'intensification de l'agriculture, l'anatomie de la jujube s'est heurtée à ses racines enchevêtrées. Ces racines groupées, qui font sa grande productivité, sont un véritable cauchemar pour les machines. Elles retiennent la terre. Impossible de passer un bouquet de jujubes dans une machine à laver industrielle ou une éplucheuse mécanique. Il faut une intervention humaine pour défaire les touffes et enlever la terre des crevasses. Lorsque le tracteur et l'usine de transformation ont pris le pas sur la ferme, la jujube a été abandonnée. Elle a été jugée inefficace. Le système agroalimentaire industriel privilégie la rapidité et le volume au détriment du goût et de la valeur nutritive. Une culture exigeante, une culture qui requiert une intervention humaine, n'a aucun avenir dans une chaîne de production capitaliste. Aussi, elle a disparu des catalogues de semences. Les agriculteurs ont cessé de la cultiver.
et en 2 générations, la racine de l'empereur a été reléguée au jardin botanique et aux souvenirs des plus anciens. Mais voici ce qui devrait vous indigner. Nous dépensons des milliards de dollars pour tenter de créer des cultures génétiquement modifiées et résistantes aux changements climatiques. Nous essayons de forcer les légumes industriels à survivre aux variations climatiques. Pendant ce temps, un légume vivace parfaitement adapté, qui a survécu aux hivers européens pendant 1000 ans, pousse à l'état sauvage dans des recoins oubliés. Le skirite prospère avec un minimum d'entretien. Il se propage spontanément. Il résiste au gel. Il emmagasine de l'énergie durant l'hiver. Les caractéristiques mêmes qui ont fait du skirite un échec pour les grandes cultures en font une véritable aubaine pour vous. Étant vivace, vous n'achetez les graines ou le pied qu'une seule fois. Pour la récolter, il vous suffit de déterrer une touffe mature, de cueillir les plus belles tiges blanches pour votre cuisine et de remettre le pied dans le trou. Il se régénère. C'est une astuce alimentaire infinie. En cuisine, sa saveur est une révélation. Elle possède la douceur de la carotte, alliée à une profondeur aromatique et légèrement noisetée, avec des notes de persil et de panais. Raffinée, elle a le goût du passé. L'histoire du skirite nous rappelle que le progrès agricole s'accompagne souvent d'une perte de qualité. Nous avons sacrifié la plus belle route d'Europe pour la commodité d'un légume facile à peler. Nous avons laissé les machines dicter notre alimentation, réduisant la vaste biodiversité d'antan à une poignée de cultures qui tiennent parfaitement dans une caisse d'expédition. Mais nous pouvons choisir de nous affranchir de ce système. Cultiver ses propres spiritueux aujourd'hui est un acte de rébellion botanique. C'est rejeter l'esthétique des supermarchés et se réapproprier le goût. C'est affirmer que l'on est prêt à se salir les mains pour goûter à quelque chose que l'empereur Tibère appréciait plus que l'or. Cet esprit est toujours présent. Les entreprises semencières le réintroduisent lentement. Les petits producteurs expérimentent cette technique. Le savoir-faire n'est pas totalement perdu. La plupart des gens ignorent simplement son existence. Ils ont été conditionnés à croire que les aliments proviennent d'élevages industriels et que les supermarchés les emballent dans du plastique conçu pour la conservation plutôt que pour le goût. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Nature's Lost Vault et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver un savoir qu'ils ont tenté d'enfouir. Certaines cultures sont trop complexes pour être standardisées. Certaines saveurs sont trop précieuses pour être oubliées. Et certains trésors sont restés cachés à la vue de tous pendant des millénaires, attendant que nous nous souvenions du savoir d'un empereur. La prochaine vidéo sera bientôt disponible.